Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin s'entretient avec une dame qui a à cœur le français, les études et plusieurs autres plaisirs de la vie, Maryse Glaude Beaulieu. Bienvenue à Connaissez-vous. C'est rare que je commence en disant ça. Habituellement, je commence de façon un peu plus directe. Je commence comme ça parce que je voulais vous dire qu'on est au mois d'octobre. Déjà, le mois d'octobre est presque terminé. Je pense que c'est l'entrevue de Connaissez-vous qui est enregistrée le plus près de sa date de mise en ligne. Donc, on est pas mal dans l'actualité, mais je vous dirais qu'on est encore dans un entre-deux, à savoir si les mesures sanitaires qui avaient été annoncées là, pour le 1er octobre vont être arrêtées le 28 ou poursuivies. En tout cas, on ne le sait pas trop. Mais nous, à Connaissez-vous, on prend quand même les moyens pour respecter la distanciation physique et sociale et tout et tout. Aujourd'hui, on est à distance avec notre entrevue, avec notre personne interviewée, excusez-moi. Et notre personne est quand même assez loin. Elle va tout vous expliquer ça elle-même. Puis d'ailleurs, on me dit souvent que j'ai pas beaucoup de filles à Connaissez-vous. Mais aujourd'hui, j'en ai une. Et toute une, à part ça. J'espère qu'elle va pas le prendre mal que je la présente comme ça. Et elle s'appelle Maryse Glaude Beaulieu. Tout d'abord, bonjour Maryse. Bonjour Martin. Voilà, toute une présentation et je veux commencer en riant un peu parce que ton nom, des fois, t'occasionne quelques débaptisements, on peut dire ça comme ça. Oui, effectivement. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Marie-Claude, Maryse Glaude, Maryse _ Glaude, nom de famille Beaulieu. Mais mon nom de famille est bel et bien Glaude Beaulieu. C'est mes parents qui sont tous les deux des enfants uniques et qui voulaient en fait rendre hommage à leur père qui ont décidé de nous donner aux deux enfants les deux noms. Donc, voilà. Et à une époque où ça se faisait pas trop. Oui. Tu sais que là, tu m'amènes déjà deux questions que je pose pas mal à toutes les semaines. Parce que, c'est ça, ton nom de famille, Glaude Beaulieu avec un trait d'union. Puis je te disais, c'est grâce à mon afficheur braille, dans le fond, que j'ai vu qu'il y avait un trait d'union dans ton nom. Ça fait que le braille, c'est un autre sujet qu'on va parler plus tard. Mais tout d'abord, tu parlais d'une époque où c'était moins la mode de donner des noms composés. Je sais que c'est moins poli de demander l'âge d'une femme, mais est-ce qu'on peut quand même dire à peu près dans quel temps tu es née? Je suis née en 1978, alors faites le calcul, au mois de février 78. Donc voilà, je suis née en fait dans le sud de l'Ontario. Donc je suis une franco-ontarienne. Wow. OK. Oui. Première Oui. franco-ontarienne, je crois, de Connaissez-vous. Oui, bon ça me fait plaisir de savoir ça. Donc oui, donc franco-ontarienne, donc dans le sud de l'Ontario là, pour ceux qui se demandent un peu où c'est, donc je suis née à Welland, donc Welland c'est à peu près à une vingtaine de minutes des chutes Niagara. Alors pour ceux qui sont déjà allés à Niagara Falls, c'est dans ce coin-là. Alors voilà, donc je suis née là. Je suis née à 21 semaines de grossesse. C'est ça que j'allais dire. Là, tu as fait une entrée quand même assez, disons, un peu périlleuse là, dans la vie. Voilà. Fracassante. Fracassante, oui. Oui, donc c'est ça. Je suis une... c'est ça, née très prématurément. Donc, et là, on m'a tout de suite transférée parce que l'hôpital, évidemment, de la petite ville de Welland n'avait pas d'unité de néonatologie. Donc, on m'a transférée à l'hôpital McMaster de Hamilton, qui est un petit peu l'équivalent, mettons, pour les Québécois du CHUM, qui est un hôpital universitaire. Donc, tu sais, les médecins stagiaires, les résidents vont là pour apprendre aussi avec les médecins spécialistes. Donc, j'ai été transférée là et 6 mois plus tard, ils ont annoncé beaucoup de choses à mes parents
dans ces 6 mois-là. Entre autres, ils m'ont prononcée morte 3 fois. Oui. Ça part pas bien, là. Ça part pas bien, non. Et puis, quand même, Hamilton, c'est une bonne quarantaine de minutes de route là, de Welland. Fait que, mes parents, fallait qu'ils viennent en urgence et tout ça. Donc, non, ça puis je suis en hiver, donc les tempêtes de neige et tout ça. Alors, c'était pas évident. Et les médecins ont dit à mes parents que je serais sourde, muette, que j'aurais un handicap intellectuel assez important, que je marcherais jamais. Tu sais, bref, toutes les choses qu'on... Tu sais, quand on sait pas quoi dire là, comme diagnostic, on les dit toutes juste pour être certain là, du diagnostic. Qu'on se fasse pas reprocher de pas en avoir dit un, là, quasiment. Que ce soit. Et puis, donc, c'est ça. Donc, là, au bout de 5 à 6 mois, j'ai eu trop d'oxygène au cerveau, ce qui a causé la cécité, parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à contrôler l'oxygène des grands prématurés. Et à un autre moment donné, j'ai eu pas assez d'oxygène au cerveau, ce qui a causé une légère paralysie cérébrale du côté droit. Cérébrale, oui, du côté droit. Donc, c'est très léger. Je peux faire des mouvements, mais disons que la motricité fine est moins bonne du côté droit. Mais voilà. Alors, tu sais, comme pour faire des mouvements là, très, très fins, comme mettons, je peux verser quelque chose ou tenir quelque chose, c'est pour une longue période de temps, c'est avec ma main gauche que je vais le faire. Donc, bref. Alors, au bout de 6 mois, ma mère m'a sorti de l'hôpital sans la permission des médecins. Parce que là, elle était vraiment pas contente parce que j'étais dans une couveuse, tu sais, lumière artificielle et tout ça. Puis elle voulait vraiment m'avoir à la maison, comme tout parent, je pense. Donc, c'est ça. Donc, elle m'a sorti de l'hôpital et puis j'ai dormi pendant les 2 premiers jours. Puis, évidemment, à l'hôpital, on me donnait juste du liquide. Donc, j'ai eu mes premiers solides avec ma mère. Puis, j'ai failli manger la cuillère tellement j'avais faim. Tellement j'avais juste faim de céréales, tu sais, de pablum. Donc, voilà. Alors, puis mes parents, bien évidemment, c'est sûr qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, hein. Alors, ils ont fait beaucoup de recherches là, au niveau, ils ont lu beaucoup de livres et tout ça, puis ils ont fait appel à des experts aussi pour me stimuler, pour m'apprendre des choses, etc. aussi. Oui. Et à quel moment que tu as été comme, disons, hors de danger? Est-ce que... Ça, c'est une bonne question. J'imagine que après probablement après les 8-9 premiers mois, je pense que j'étais correcte, là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de suivi, par contre, après, évidemment, parce que, à cause de la grande prématurité, mais j'étais en santé, là, quand même. J'étais une fille en santé. Puis, tu sais, malgré tout ce qui s'était passé, là, oui. Et là, toi, tu t'as mentionné tantôt, t'as un frère ou une sœur, je me souviens plus. Oui, j'ai un frère. Oui. Un frère plus vieux, je crois? Plus vieux, oui. OK, oui. D'accord. Et qui s'appelle Martin, aussi. Ah bon, ça, c'est un beau nom. Oui. C'est un nom très populaire, très fréquent. Oui, à l'époque, hein? Oh oui, mon Dieu, oui. Mais en tout cas, je peux pas m'empêcher de dire que c'est un beau nom. Oui, effectivement. Mais là, parce que j'ai lu aussi un texte que tu m'as envoyé, puis c'était écrit dans ce texte-là que ton développement, à un moment donné, il était quand même très bien, là, tu sais, parce que... Oui, ben c'est ça. Je pense à 2-3 ans, là, j'ai fait des suivis à l'hôpital justement là de universitaire. Puis oui, le développement était assez incroyable pour une fille qui ne devait pas marcher, qui ne devait pas parler, qui devait être capable de rien, quasiment. De rien faire finalement. Alors oui, mon niveau de langage était assez élevé aussi. Alors ce qui a vraiment estomaqué les médecins. À 1 an, je chantais déjà des petites chansons, puis à 3 ans, j'avais vraiment un niveau de langage d'un enfant de 5 ans, là. Fait que, vraiment, j'étais pas mal douée, là. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime raconter, c'est que à la fin de la journée de test, j'étais fatiguée, hein, puis ma mère le voyait, là, que j'étais vraiment comme écœurée, je voulais plus être là. Alors, tu sais, le dernier test, le neuropsychologue, en fait, qui nous avait assigné, disons, parce qu'il parlait français, parce qu'il était, en fait, montréalais d'origine et mon anglais était pas très bon à l'époque, même inexistant à l'époque. Alors, il m'avait, il me parlait en français et puis il me donne quelque chose dans les mains. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai dit, docteur, c'est une balle, c'est rouge,
c'est rond, c'est en caoutchouc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez savoir? Et évidemment, il y a comme, tu sais, parce qu'il se penchait à mon niveau, il est carrément tombé en bas du petit banc où il était assis, là, il était juste comme, ouais, celle-là, elle est pas pire, parce que, j'étais vraiment écœurée. Tu sais, quand t'as fait plein de tests toute la journée, là, puis tu sais, on te demande, on te pose des questions, puis on stimule tes sens. Moi, j'étais comme, OK, là, on peut juste partir, là? Et puis, et l'objet, c'était bel et bien une balle, là. C'était bel et bien ça que j'avais dans les mains. Donc, bon, le rouge, je n'en avais aucune idée, mais j'ai comme dit ça comme, j'imagine, je devinais évidemment plus qu'autre chose, là, mais la balle était rouge. Mais t'as quand même associé, c'est ça, t'as quand même pensé mentionner une couleur, puis tu sais. Oui, c'était très, très bizarre, là, mais en tout cas, tu sais, mais j'étais juste écœurée, puis je voulais juste m'en aller, là. Parce que t'as aucune perception lumineuse du tout? Oui, en fait, je vois un petit peu de lumière, ça s'est, comment dire, ça s'est dégradé avec le temps, je te dirais. Quand j'étais enfant, je voyais plus de lumière, mais là, tu sais, évidemment, les yeux vieillissent avec l'âge aussi. Oui, donc, c'est ça, là, c'est comme en lien avec l'âge plus que... Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Okay. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, mes jouets préférés, c'était plus des jouets qui s'illuminaient. Plutôt des jouets qui faisaient du bruit. J'aimais beaucoup les Light Bright. Tu sais, bon, l'époque, c'était des Light Bright, là, mais j'aimais beaucoup ça, tu sais. Donc, j'aimais plus ça que les jouets qui faisaient du bruit. Donc, ouais. OK. Et ça, c'est des souvenirs que tu as de ta tendre enfance, en réalité? Oui, tout ça? Oui. Et point de vue, tu sais, j'allais dire social et plus tard académique, comment ça s'est passé pour toi? Puis qu'est-ce que tu te souviens de ça? Ben, au niveau social, durant mon enfance, mes parents m'incluaient pas mal. Je veux dire, je suis avec tout le monde, j'étais pas isolée dans mon coin, là. Je veux dire, quand il y avait des activités familiales, ben, j'étais incluse comme tout le monde, là. Ils m'amenaient, puis je mangeais avec tout le monde. Fait que ça m'a beaucoup aidé aussi socialement. Puis, tu sais, mes parents avaient eu la bonne idée, en fait, de rencontrer un vieux psychiatre que ma mère appelait le vieux sage, et qui leur a dit, et à juste titre, que, tu sais, votre fille vit dans un monde de voyants. Donc, il faut pas l'infantiliser. Parler de lui en langage normal, utiliser des mots de vocabulaire normaux, regarder, voir, c'est des mots qu'on utilise à tous les jours. Donc, utilisez ça avec votre fille. Et puis, aussi, tu sais, comme de dire, ben, écoutez, si vous voulez, je sais pas moi, faire une sortie en amoureux, ben, faites-la garder. Il n'y a rien qui vous empêche. Je veux dire, vous avez une vie, elle a la sienne. Donc, tu sais, faites-la garder. Traitez-la comme n'importe quel enfant. Parlez-lui comme n'importe quel enfant. Changez pas votre vocabulaire non plus. T'sais. Non, exactement. OK. Ouais. Et c'est ce que tes parents y ont fait, j'imagine? Oh oui, absolument. Ouais. Ils étaient tout à fait d'accord avec ça, là. OK. Puis ça, je pense que ça a beaucoup aidé la situation. Je suis devenue, tu sais, comme socialement, j'étais grégaire, je voulais tout voir, tout, tu sais, je posais beaucoup de questions, je pose encore beaucoup de questions, je suis très curieuse encore aujourd'hui, mais tu sais, socialement, j'étais très 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 ouverte, très extravertie. Très curieuse, là, très. Oui, absolument. OK. Oui. Et là, parce que je sais que ça a été peut-être un peu, il y en a peut-être qui vont tomber en bas de leur chaise en écoutant ça, mais parce que là, quand il est venu le temps d'aller à l'école, toi, t'es pas allé à l'école spécialisée. Non, parce que mes parents ne voulaient absolument pas. Et là, je rappelle que à cette époque-là, l'intégration était moins présente aussi. Oui, ben exactement. Puis en fait, mais c'est que en Ontario, ce qui se passait, c'est que les personnes aveugles allaient souvent à une école spécialisée qui était dans mon coin, qui était dans ma région, en fait. Donc, tous les aveugles, pas tous les aveugles, mais beaucoup d'aveugles du Canada sont passés par là. Mais c'était une école anglophone. Où on apprenait l'anglais, et mes parents ne voulaient absolument pas que leur fille apprenne l'anglais à l'âge de 5 ans. Et tu sais, ils avaient entendu seulement d'histoires d'horreur, entre autres des frères, 5 frères de la région de Timmins, dans le nord de l'Ontario, qui étaient très francophones. Et les parents, bon, évidemment, ça c'était une époque, on parlait des années 50-60, là. Et quand les frères sont arrivés à l'école, ils ont perdu leur français. Et quand les frères se parlaient en français entre eux, on leur disait « Non, vous parlez anglais ».
Alors, ils ont perdu leur français et quand ils sont arrivés chez eux à Noël, ils ne parlaient plus de français. Il n'y avait aucune possibilité de conserver son français. Là. Non, exactement. Les 5 frères étaient donc... donc, moi, mes parents ne voulaient pas ça. Et, tu sais, comme on disait tantôt, ils voulaient vraiment que j'évolue dans un milieu de voyants. Mais en Ontario, coup de chance, il y a eu le projet de loi 82, donc la loi sur l'éducation en 1982. Puis en fait, cette loi-là stipulait que tous les élèves handicapés devaient recevoir des services dans leur école de quartier, mais dans leur langue. Alors, et ma mère a participé à ça. Par un coup de chance, par un coup d'hasard, là, mais elle a participé au projet, donc c'est comme ça que mes parents ont pu m'envoyer à l'école francophone de langue française, en fait, de mon quartier. Et à ce moment-là, dès le jardin, la maternelle, j'ai eu une enseignante qui tout de suite m'a aidée, qui, elle, n'avait aucune notion de braille, hein, elle avait aucune notion, là, elle avait jamais vu une personne aveugle de sa vie, j'ai l'impression, mais elle avait des cours en petite enfance, donc éducatrice à la petite enfance, donc ils l'ont engagée pour ça, puis je pense qu'elle était prête pour un défi. Puis, voilà, puis là, donc il y avait une personne anglophone qui venait lui aider à apprendre au moins les rudiments du braille. Bon, puis à l'époque, c'était pas important qu'elle soit anglophone ou francophone parce que c'était le braille intégral. Donc voilà, mais donc j'ai appris, j'ai fait du pré-braille évidemment comme tout bon enfant là, à la maternelle. Puis j'ai commencé à apprendre le braille en première année. Donc voilà. Pendant que les autres enfants, eux autres, qui apprenaient à lire l'écriture manuscrite, là, l'écriture. Oui, exactement. Okay. Oui, non. Puis je pense que je pense qu'à l'époque, évidemment, je le réalisais pas. T'sais, pour moi, c'était peut-être un jeu. Oh, je vais toucher à des petits points, puis je suis curieuse, puis tout ça. Mais je réalise aujourd'hui que c'était comme... évidemment, à l'époque aussi, l'audio, on n'avait rien. Hein? On n'avait pas de livre audio, on n'avait pas... Fait que c'était le braille ou rien. Donc, je suis une grande défendresse du braille encore aujourd'hui, et plus que jamais d'ailleurs. Mais à l'époque, je pense que j'adorais ça, puis je l'ai appris très vite. Puis en troisième année, on a commencé... en fait, puis même l'enseignante de deuxième année avait même voulu apprendre le braille pour faire des jeux adaptés pour moi, etc. Elle était vraiment là... elle était super dévouée. Motivée là, pour cette ça. prof-là, oui, cette enseignante-là. Puis en troisième année, là, il y a eu une enseignante ressource qui aidait l'enseignante qui, elle, en fait, l'été d'avant, je pense, avait pris un cours... en Ontario, il offrait un cours, il offre encore aujourd'hui, mais c'est différent maintenant, mais il offrait un cours de trois étés, là, comme un mois à chaque fois, un mois et demi à chaque fois sur pour l'enseignement pour les aveugles et les élèves en basse vision. Donc ça, puis le cours 1, c'était le braille. Ma mère a pris le cours aussi parce que mes deux parents sont enseignants. Ça, je l'avais pas dit. Donc, en fait, c'était les enseignants là, qui prenaient le cours pour avoir une qualification pour enseigner ça. Donc, ma mère a pris le cours pour s'assurer aussi qu'il y a de la relève éventuellement. Là. Et elle a même, à l'époque où ça se faisait, elle a même enseigné une partie du cours, c'est-à-dire il y avait une partie stage, si tu veux. Donc, on invitait des élèves aveugles, dont moi, entre autres, pas ma mère qui m'enseignait là, à cause de conflits d'intérêts, mais pour justement que les futurs les futurs enseignants de ces élèves-là puissent avoir une pratique. T'sais. Oui. Alors, donc ça, c'était une semaine là, dans le cours, là, dans la deuxième partie. Parce que ça me permet d'ouvrir une parenthèse, puis d'après moi, tu vas être d'accord, mais tu me corrigeras. Mais nous, on l'a appris jeune, parce que là, tu parlais de ça, l'apprentissage du braille, puis j'ai l'impression de revivre un peu ce que moi j'ai vécu. Parce que je l'ai appris très vite, moi aussi, puis c'était comme une espèce de jeu, mais on se rendait compte, à force de l'apprendre, que ça nous ouvrait beaucoup de portes, là, tu sais. Oh mon Dieu, oui. Oui. Et là, puis ce que je voulais dire surtout, c'est que bon, quand on est jeune, on apprend vite, puis on est des éponges un peu. Mais pour les adultes qui nous écouteraient, les personnes voyantes, le braille, ça peut peut-être paraître un petit peu épeurant au début, mais ça s'apprend quand même très bien. Là. Moi, mes collègues de travail où je travaille l'ont tous appris. Et puis, oui. Puis ça, avec un peu de ténacité, je pense qu'on y de la pratique, hein, tu as dit aussi le mot. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je rencontre les profs, les profs qui
qui prennent la première partie du cours, justement. Puis la première partie, c'est vraiment juste le braille. Puis nous autres, en Ontario, c'est le braille français et anglais. Donc, je dis aux gens, pratiquez. C'est comme un instrument. Faut que tu pratiques. Tu sais. Puis, à un moment donné, tu vas l'avoir. C'est ça. C'est quand tu le fais plus que, tu sais, c'est ça. Ouais. Et là, parce que, qu'est-ce que tu te souviens de ton apprentissage en général, admettons, comme au primaire? Est-ce que t'étais, toujours dans ton école de quartier avec tes amis qui voient? Qu'est-ce que tu te souviens un peu de cette époque-là au niveau apprentissage puis au niveau social? Est-ce que... Ben, au niveau apprentissage, ça allait très bien. J'étais très douée, j'avais des bonnes notes. Mes matières préférées à l'école, je pense, c'était le français. J'étais super bonne en français, puis je le suis encore aujourd'hui. Puis, tu sais, j'aimais ça l'école. J'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup les amis. Puis je pense aussi que, tu sais, veux pas, sans le vouloir, ils ont été sensibilisés à la cécité, eux aussi. Tu sais, donc on les encourageait à me décrire des choses, puis fait que c'est sans le vouloir, ils ont connu une personne aveugle, puis il y a même des enseignants plus tard qui m'ont remercié parce que ils ont changé leur façon d'enseigner parce qu'ils devaient tout verbaliser pour moi, mais ça aidait aussi les élèves qui sont plus auditifs pour l'apprentissage. C'est donc, ça, hein? Ben oui. Oui. Parce que il y en a forcément qui sont plus auditifs que visuels, là. Oui. Fait que ça aidait ces gens-là aussi. Effectivement. Et là, est venu le secondaire aussi, j'imagine? Oui. Mais en fait, moi, tu vois, au Québec, en Ontario, on a donc la première à la 8e année. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, vous autres, c'est votre secondaire 2 en 8e année. Donc, moi, j'ai sauté ma 8e. Donc, mon secondaire 2. Puis ensuite, je suis allée au secondaire après la 7e année. Dans l'école secondaire de quartier où enseignaient mes parents, d'ailleurs. Alors, j'ai fait ma 9e année là. On m'avait suggéré qu'on saute la 8e parce que je m'ennuierais, là. Je pense que c'était plus comme la révision. Puis, mes parents trouvaient que c'était peut-être une bonne chose que je saute cette année-là. Puis, ça a été une très bonne décision. Puis là, après la 9e année, j'ai fait le saut. Littéralement, je suis venue à Ottawa parce que il y a toujours une école qui a un programme d'art-études, en fait. Oui. C'est ça, oui. Alors, à l'époque, je voulais tellement aller en musique, donc j'ai auditionné, on a pris le train, on a passé l'audition. Puis c'était pas évident parce que j'étais la première aveugle à aller à l'école, mais non seulement ça, mais aller dans une concentration en musique. En musique. Donc, oui, c'était pas évident. Puis là, en plus, c'est comme en Ontario, il y a des profs ressources qui sont assignés aux élèves. Puis là, ben, eux, évidemment, il y en avait pas. Donc, il y a 2 profs très généreux deux enseignants qui, l'été d'avant, justement, à mon arrivée, ont pris le fameux cours dont je te parlais. Donc, encore là, pour apprendre à enseigner aux aveugles et aux élèves en basse vision. Donc, moi, quand je suis arrivée, je connaissais très bien mon braille. Donc, en fait, j'aidais ces deux profs-là à apprendre le leur parce que, tu sais, comme c'était pas facile pour eux autres non plus. Alors, moi, je les corrigeais. C'était à mon tour de corriger, tu sais. Alors, mais ça a été 2 profs extraordinaires qui ont vraiment veillé à mon épanouissement. Puis, on est restés amis. Sont décédés tous les 2 maintenant, mais on est restés amis jusqu'à leur décès, vraiment, là. Donc, ça a été très, très... 2 profs, absolument extraordinaires. Et ça aussi les profs qui enseignaient les cours de musique étaient extraordinaires aussi. Je veux dire, c'était pas évident, là, parce que les partitions en braille n'arrivaient pas à temps. Souvent, ça arrivait. Donc, j'apprenais beaucoup à l'oreille, évidemment. J'enregistrais beaucoup. Tu sais, en tout cas, non, c'était... Mais les profils extraordinaires et extrêmement patients avec moi, puis voilà. Mais là, ça veut dire que tu as quitté le foyer familial? Oui. Quand même assez jeune? À 14 ans. OK. Oui. Et là, c'était à combien de temps environ de chez vous, ça? Ben, Ottawa, c'est après à 6 heures de route, là. OK. Donc, oui, mes parents venaient, là, me chercher à Noël par l'Action de grâce, là, mais c'est ça, c'était pas mal loin. Mais tu sais, je voulais tellement. Puis mon frère aussi, lui, allait à l'université.
sa première année à l'université. Donc, les 2 enfants sont partis en même temps. Ce qui est un petit peu difficile pour les parents, je pense, un petit peu, là, au début. Mais ils voulaient me soutenir parce que l'école de quartier, j'ai absolument rien contre l'école de quartier, mais pas du tout. Mais en fait, je voulais tellement aller en musique que t'avais des rêves toi aussi. Oui. C'était la solution pour moi. C'est une école francophone. Puis je pense. Puis bon, j'ai pas continué en musique, mais je pense que tout n'est pas perdu. Je pense qu'on, vu que je suis arrivée ici assez jeune. Puis quand je dis ici, c'est parce que je suis encore à Ottawa, là, ou même encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Là, j'ai dit qu'on était à distance, mais j'ai pas précisé que toi, tu étais à Ottawa, moi, je suis à Longueuil. Exactement. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment, oui. Donc, je voulais vraiment, comme j'ai venir à Ottawa. Puis comme je disais, quand on vient, tu sais, on part de chez soi assez jeune, ben on acquiert une maturité. Peut-être qu'il n'est pas toujours le cas chez les étudiants d'aujourd'hui, je pense. Effectivement, ça donne comme une Moses de bonne excuse, dans le fond, pour justement développer un peu une autonomie parce qu'on est loin de nos parents. Exactement. Oui. C'est quand même... Bon, à 14 ans, n'allez pas penser que j'étais seule en appart, non. Mais j'allais, en tout cas, il y a eu des résidences qui m'ont prise. En tout cas, c'est une longue histoire, mais il y a eu, en tout cas, des endroits là, qui m'ont pris, pour que je puisse rester avec eux autres. Puis, mais tu sais, à 14 ans, je ne faisais pas ma cuisine, etc. Là. J'étais vraiment dans des résidences là. OK. Ouais. Là, j'ai plein de questions qui se bousculent. Là, j'ai le goût de parler un peu parce que tu disais, mais c'est comme un peu deux sujets qui vont chevaucher un peu. Tu disais le braille, c'était long des fois avant que ça arrive. Oui. T'avais des gens, des collègues qui t'aidaient, qui te jouaient les partitions pour que tu les apprennes à l'oreille. Oui. Puis tu sais, j'avais une bonne oreille, donc tu sais, j'apprenais beaucoup de mémoire aussi. Fait que tu sais, quand les partitions étaient enregistrées, moi, je pense qu'à l'école secondaire à bien y penser, j'enregistrais pas tant que ça. Mais bon, mais j'apprenais très vite de mémoire, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais c'était pas évident. Puis tu sais, quand t'as des profs qui sont pas super organisés, tu sais, des fois. Ça peut arriver que les choses sont un petit peu bousculées, là, mais bon, on s'est bien débrouillé. Et puis, parce que là, mon autre question, parce qu'on s'était parlé quand même un bon 2 heures, hein? Oui. On avait parlé de plein de choses, mais tu sais, il y a des choses que forcément, on va répéter, parce que le micro n'était pas ouvert à ce moment-là. Non, exactement. Mais moi, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu quand t'avais le braille, là, parce que forcément, on peut pas lire le braille puis jouer en même temps. Tu sais, c'est déjà plus complexe en partant. Là. Ouais. Ben moi, je chantais en fait. Donc moi j'avais. OK. J'avais un avantage sur bien d'autres. Alors moi, j'avais mon lutrin devant moi puis je chantais. Fait que c'était pas si pire. Mais bon. Tu jouais pas d'un instrument. Non, okay. Je chantais moi. OK. Oui. D'accord. C'est que ça, au moins, c'est ça. Tu peux lire tes paroles, tu peux chanter, tu peux. Oui. Okay. Puis mais à l'université, j'ai fait partie d'une chorale pendant un bon bout de temps à l'université. Puis à un moment donné, j'ai reçu une partition comme 2 jours avant un concert. Et je me dis, oh oui, j'ai ma partition, youpi. Puis j'ouvre la partition et je constate avec horreur que les mots sont en anglais et non en allemand, qui était la langue dans laquelle on chantait. Et là, on me dit, tu chantais en allemand? Ouais, on chantait en allemand. Hey puis là, ils m'ont dit, ouais, la bénévole avait un peu peur de la masse, une dame très, très âgée qui avait transcrit ça, puis OK, la prochaine fois, je veux vraiment spécifier que je veux la langue d'origine de la partition, là. Ça va quand Alors, même heureusement mieux. que je connaissais les mots, parce que je pouvais vraiment pas m'y fier, là, parce que c'était comme, oh boy, c'était vraiment tu sais, comme genre, tu sais, ma face de comme, fille contente a fait la face de comme fille horrifiée parce que ça s'est vite transformé là. Oui. C'était fait comme jouer un petit du tour sourire à comme le jour et la nuit. Là. D'avoir la partition à dernière minute, c'est déjà c'est pas longtemps. Oui, c'est déjà un stress. Oui. Oui. Et là, je veux qu'on parle plus du côté social. T'avais les gens forcément qui
spontanément allait quand même vers toi puis qui te demandait si tu avais besoin d'aide ou qui te... Oui. Au secondaire, j'avais une bonne gang d'amis. C'est sûr que, tu sais, quand je suis arrivée à Ottawa, l'intégration était un petit peu plus difficile parce qu'évidemment, j'étais pas... tu sais, comme les autres avaient commencé en 9e année, donc il y avait une gang qui s'était déjà formée. Puis moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, là, fait que c'était un petit peu difficile. Mais non, les gens ont été très... j'avais une bonne gang d'amis qui m'ont suivi jusqu'en 13e année, là. Fait que, donc secondaire... Non, c'est votre 2e année de cégep, vous autres, la 13e année. Donc, je pense un peu, là. Alors, voilà, mais c'est ça. Donc, non, j'avais une bonne gang d'amis, puis j'ai participé à plein de spectacles. J'ai même été juge pour des spectacles. En tout cas, c'était toute une belle expérience, vraiment, là. Ouais. Puis là, tu sais, tu parles beaucoup de façon positive, puis c'est très bien parce que, connaissez-vous, à la base, c'est un projet positif, mais je peux quand même pas m'empêcher de te demander, c'est quoi qui a été le plus difficile? C'est quoi les choses qui ont moins bien été? Bonne question. Je pense que c'est plus au niveau administratif que ça allait moins bien. Moi, j'étais toute contente dans mes affaires, puis j'étais contente. Mais tu sais, il a fallu, quand je suis arrivée à Ottawa, quand j'ai voulu aller à Ottawa, il a fallu que le conseil me donne comme la permission d'y aller. Tu sais. Donc ça, c'était comme un processus aussi, puis c'était dur de faire accepter ça. Donc, tu sais, c'était pas évident là, tu sais, de faire ça. Puis tu sais, évidemment, c'était toute une question d'argent aussi à l'époque. Tu sais, est-ce qu'on investit de l'argent sur cet élève-là? Tu sais, est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce que si on investit de l'argent dessus, est-ce que ça va valoir la peine? Bon, ça a valu la peine, mais tu sais, quand tu sais pas ce qui t'attend, je pense que les administrateurs ont été un petit peu craintifs à ce niveau-là. Puis les enseignants aussi. Les enseignants ne savaient pas trop comment m'aborder, mais quand ils voyaient que j'étais sociale, que j'étais, tu sais, que je me laissais pas abattre, ils ont compris que leurs craintes se sont envolées pas mal rapidement. C'est que c'était beaucoup de se faire valoir, de faire démontrer qu'on est capable, qu'on n'a pas... Oui, puis je pense qu'en tant que franco-ontarien aussi, il fallait, puis en franco-ontarien handicapé en plus, il faut faire valoir nos droits. Je pense plus que les autres, tu sais, parce on est comme une double minorité, comme dirait un de mes profs là. Mais c'est vrai. C'est très vrai. Oui. Ouais. Mais là, tu parlais de beaucoup de musique, mais là, tu faisais pas juste de la musique, il y avait les autres cours aussi. Non, je faisais beaucoup de cours de langue, moi. Okay. J'étais très dans les langues à l'époque, j'étais beaucoup l'allemand, l'espagnol, le français évidemment. Puis aussi, ils ont remplacé des cours de maths puis d'éducation physique par des cours d'orientation et mobilité. J'avais de la chance, il y avait une prof, une dame qui était anglophone, et là, je connaissais mieux mon anglais à ce moment-là. Elle venait là toutes les deux périodes, en tout cas tous les 2 jours, là, pour me donner des cours d'orientation et mobilité. Alors ça, c'était vraiment bien. C'est que tu faisais pas de mathématiques? J'ai fait mes 2 premiers cours de maths obligatoires. Okay. Après ça, j'ai dit c'est fini. J'étais vraiment pourrie en maths et je suis encore aujourd'hui. Donc ouais, parce que là, juste la façon que tu l'as dit, j'ai senti que oups, là, ça c'était peut-être pas. non, ça c'est pas. Non, mais non, les maths, c'était pas... Musique, oui, musique, c'est un peu des maths, mais non, faire de l'algèbre et tout ça, c'était pas mon fort. Alors, tu sais, donc, les cours de sciences aussi. J'ai fait les 2 cours de sciences. En fait, non, j'ai fait un cours de sciences obligatoire quand j'étais à mon école de quartier. Puis, ouais, puis après ça, on a remplacé le reste par des cours d'orientation et mobilité, qu'on jugeait plus important que les cours de sciences. Et là, l'orientation et mobilité, bon, on sait un peu c'est quoi, mais c'est quoi que tu faisais? Ils te montraient les alentours, ils te montraient... Ouais, beaucoup de techniques de Cannes à l'époque aussi. Puis, voilà. Alors, c'était, oui, beaucoup des techniques de Cannes. Puis, quoi d'autre? Oui, on a fait les alentours. Puis ensuite, la dame m'avait amené dans un quartier... résidentiel, en fait, pour commencer. Après ça, dans un tout petit quartier plus commercial. Donc, c'était pas mal les leçons là, que j'avais. Ouais.
OK. Ça que tu te considérais comme débrouillarde, puis t'avais pas peur de sortir, puis d'explorer les lieux. C'était peut-être un peu comme ça que ça se passait? Moi, j'ai jamais été très bonne en orientation mobilité. En fait, c'est à cause de la paralysie cérébrale aussi, parce que j'ai une petite claudication quand je marche. Fait que, tu sais, comme j'ai tendance à vouloir aller vers mon côté fort. Fait que je peux jamais traverser une rue en ligne droite. Mm-hmm. Tu sais, fait que ça peut être dangereux, comme mettons pour le trafic, puis tout ça, là, ça peut être très dangereux. Fait que, tu sais, je prends toujours le transport adapté, par exemple. Tu sais, dans un quartier que je connais, je me débrouille pas pire. À l'intérieur, je me débrouille très bien. Mais de faire des gros boulevards, là, non, pas pour moi, merci. Tu sais. OK. Ben, c'est compréhensible aussi. Là. Ouais. Ouais. J'aurais envie, parce que là, tantôt, tu disais, je suis parti du foyer familial à 14 ans, j'ai resté dans des résidences, puis tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie encore là de chevaucher des questions. Là, ça fait un peu plus large pour répondre, mais après, quand est venu le temps du travail, quand est venu le temps de... Je sais pas si t'es allé en appartement à un moment donné, tu sais, comment ça s'est passé la suite des choses comme plus vers l'âge adulte? C'est ça, puis là, après secondaire, je suis allée à l'université. Oui. Donc à Ottawa toujours. Donc, mes 4 premières années d'université, je les ai passées en résidence. Puis encore là, je faisais partie de la chorale, j'étais impliquée dans plein de comités, je faisais une émission de radio, j'avais une vie sociale assez mouvementée aussi, à part les cours. Puis j'avais commencé la musique à l'université, mais là, finalement, j'ai dit non, la chorale, ça va, mais faire des cours de musique, je me suis bien rendu compte que c'était peut-être pas pour moi. Pas parce que j'aimais pas ça, j'adore la musique, je suis mélomane aujourd'hui. J'ai toujours été d'ailleurs, mais faire une carrière en musique, non, c'était pas pour moi. Donc, je suis allée vers la linguistique. Donc, ça posait ses défis aussi, mais on peut dire quand même, pour la musique, là, t'es allé comme au plus loin que t'as pu, là, au plus c'est loin ça, exactement. Oui, puis plus loin que je voulais aussi, là. OK. Je me suis rendu compte que, tu sais, la musique pour le plaisir, c'est beau, mais pas pour faire une carrière, pour prendre des cours, puis, tu sais, voilà. Alors, puis la linguistique, c'est quand même très intéressant. C'est assez technique aussi, oui. Mais il y avait à l'université un prof qui était aveugle. Okay. Alors, je l'avais rencontré, un prof de linguistique aveugle, je l'avais rencontré, puis il m'avait dit, oui, tu peux aller en linguistique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon premier bac de 4 ans en linguistique, puis en langue moderne. Donc, j'avais pris des cours d'italien, d'allemand, d'espagnol aussi à l'époque. Puis, après ça, j'ai fait un bac en traduction. Un bac de 2 ans, parce que j'avais déjà un bac. Donc, ils font ce bac-là pour des gens, par exemple, qui, mettons, il y avait beaucoup d'adultes dans mon bac qui avaient une autre carrière avant. Puis là, ils voulaient changer de carrière, donc ils sont devenus traducteurs. Donc... tu t'es ramassé avec des gens, plusieurs personnes qui étaient en deuxième carrière. Oui, puis moi, j'ai aimé ça. Parce que je me disais, je veux pas avoir faire un autre bac avec des petits culs de 17 ans. Des petits jeunes, là. C'est ça, ça me tente pas, là. Okay. Alors, donc, je vais en bac en traduction. Puis à ce moment-là, au départ, ça c'était en 2000. Donc, au départ, la première année, c'est ça. En fait, les 4 premiers mois, j'étais dans un hôtel-appartement. C'est une genre de tu sais, comme l'hôtel où ce que tu peux avoir des suites, là, comme des appartements. Oui. Fait qu'on connaissait très bien la gérante, en tout cas, parce que mes parents allaient là l'été pour enseigner. Mes parents ont fait leurs études à Ottawa aussi, à l'Université d'Ottawa, puis mon père vient de la région, donc mais ils allaient là pour enseigner justement les cours d'aveugles et de cécité basse vision. Puis mon père enseignait d'autres cours à l'Université d'Ottawa, donc il prenait cet appartement-là parce qu'au moins, tu sais, c'était plus économique, il pouvait faire la propre bouffe, il pouvait, tu sais, comme au lieu de toujours compter sur les restos puis tout ça. Fait que donc je restais là pendant 4 mois, mais là mes parents se sont déménagés à Ottawa en décembre 2000. Donc parce que bon, les 2 enfants étaient à Ottawa, puis mes parents, tu sais, comme ils avaient pris leur retraite. Donc, ils voulaient venir à Ottawa parce que c'est un milieu très francophone. Puis mon père vient de la région, comme je disais. Donc, en fait, on a déménagé dans le quartier où mon père avait habité. Donc, c'est ça. Donc, je suis restée avec eux autres pendant 12 ans. 3 ans dans une petite chambre en haut. Puis après ça, ils ont fait construire un appartement au rez-de-chaussée parce que la maison, c'était un genre de bungalow avec des fenêtres très hautes au sous-sol. C'est pas un vrai sous-sol. C'est comme... Le sous-sol est comme au niveau de la rue, si tu veux. Uh-huh. Donc, il y a une porte d'entrée au sous-sol, tu sais, pour entrer. Donc, ils m'ont construit un appartement là.
Donc, OK. il y a pas de cuisine. C'est juste comme une cuisinette avec un micro-ondes, le four grille-pain, tout ça. Mais je peux au moins me faire de la bouffe très simple là. Juste pour faire une transition. Tu sais, j'ai ma chambre de bain à moi, mes choses à moi, mes affaires à moi. Pour faire une transition éventuelle, un appart, un vrai appart, entre guillemets. Là. Alors, c'est ça. Donc, je fais ça pendant 12 ans. J'ai travaillé à contrat pendant quelques mois, puis ensuite, tu sais, comme avec une agence de placement qui est un petit peu l'horreur parce que, évidemment, ils grugent une partie de ton salaire, là, fait que tu gagnes pas grand-chose en bout de ligne. C'était-tu bon, en linguistique? C'est en traduction. En traduction? C'est en traduction. Ça a été comme tes premiers les premières armes. contrats, les premières armes, ouais. si tu veux. OK. Ouais. Puis là, après ça, j'ai travaillé pendant quelques années dans une compagnie de traduction privée. Donc, ça, bon, c'était difficile parce que le patron était pas super gentil, super accommodant, mais c'est de l'expérience quand même, tu sais. Alors, j'ai travaillé là, puis ensuite, j'ai passé 2 ans à la Croix-Rouge canadienne. Ah, OK. Sur un contrat pour un programme sur un programme dans les écoles sur la violence. OK. Autant la violence psychologique, sexuelle, etc. pour les enfants. Donc, j'ai fait ça. Puis ensuite, je suis allée, toujours en traduction, à un hôpital. Donc, j'étais la traductrice attitrée de l'hôpital. Donc, ça a été difficile aussi parce que, tu sais, quand t'es jeune, puis quand un président, directeur général qui se pense le grand Manitou du français, toi, en tant que jeune personne, t'oses pas lui dire non, tu sais. Fait que c'était un petit peu difficile à ce niveau-là. Donc, je suis restée là 3 ans et demi à l'hôpital. Bon, j'ai adoré l'expérience, c'était vraiment le fun. J'ai encore des gens que je, tu sais, de l'hôpital surtout avec qui j'ai gardé contact. Des collègues, c'est ça. Puis, entre autres, puis j'ai connu des gens, des traducteurs pigistes qui sont devenus des amis après, tu sais, donc, parce que on faisait tout traduire ce qui était plutôt médical, plutôt technique par des pigistes. Donc, j'ai connu les pigistes après, mais c'est ça. Puis là, après ça, en 2011, je suis allée à l'Université d'Ottawa. Pas en traduction cette fois-ci, mais en transcription. Donc, j'avais jamais fait ça. Okay. Donc, en fait, mon rôle, c'était, c'est toujours, en fait, parce que je suis là depuis 2011, c'est de transformer les livres papier en format accessible aux étudiants. Donc, quand j'ai commencé en 2011, il y avait beaucoup de personnes aveugles sur le campus, donc il y avait comme 10. Moi, j'avais des étudiants de ce qu'on appelle le régime travail-études, donc c'est un régime où les étudiants travaillent tout en étudiant. Donc, j'avais 10 étudiants travail-études. En tout cas, c'est toute une équipe parce que on avait beaucoup de documents Word à faire pour les personnes aveugles, entre autres, et beaucoup de braille aussi. On a fait beaucoup de braille. Donc, c'est moi qui s'occupait du braille. Donc, on a fait ça. Puis, entre autres, mais là, ça a beaucoup évolué. Les aveugles sont partis. Et puis là, ça a été plus beaucoup de documents PDF. Donc, c'est plus des trous d'apprentissage maintenant qu'on a plutôt que des personnes aveugles, par exemple. Tu sais. Donc, des dyslexie, des choses comme ça. OK. Ouais. C'est-tu des PDF, je sais pas, langage simplifié, des choses comme ça? Oui, c'est des PDF accessibles. Là. Accessibles, ouais. Oui. Okay. Donc, tu sais, par exemple, tu peux chercher dedans, tu peux pas les éditer, par contre, mais non, tu peux chercher c'est dedans. ça, le but un peu d'un PDF, là, de pas pouvoir c'est ça. l'éditer. Oui. À moins que c'est une version d'Adobe Pro professionnelle, mais oui. OK. Donc, c'est ça. OK. Ouais. C'est que ton travail, c'est quand même assez varié quand même, j'imagine. Oui. Puis je fais aussi de la traduction pour l'équipe aussi. Là. Quand ils en ont besoin, je fais de la traduction pour l'équipe aussi à ce moment-là. Donc, c'est assez varié. Puis j'ai des très bons collègues qui m'ont vraiment incluse dans dans l'équipe et tout ça. Puis, mais aussi entre-temps, pendant que je travaillais, j'ai fait une maîtrise en éducation. OK. Alors, à temps partiel. Alors, ça aussi, ça a été tout un défi, mais j'ai adoré ça, faire ça. C'était vraiment le fun. Puis surtout que comme j'étais employée de l'université, mes cours étaient gratuits. Donc, j'avais juste à payer les frais d'administration, puis je payais pas les frais du cours comme tel. Alors, dans 4 ans, j'ai fait ma maîtrise en éducation. Donc là, j'aimerais ça avoir un poste où j'utiliserais mes connaissances de maîtrise. Mm-hmm. Bon, là, c'est pas le cas en ce moment, mais sait-on jamais. On sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver.
Donc, voilà. Alors, ma maîtrise est très joliment encadrée sur mon mur, mais je veux utiliser mes connaissances. Donc, voilà. Ouais, puis ce qui est normal aussi. Ben, absolument. Oui, oui. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, c'est bon d'avoir un emploi stable, puis c'est quand tu as un emploi que tu en cherches un autre, hein. Alors, oui, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les non-voyants qui travaillent, qui ont la chance de travailler. Et voilà. Et d'avoir Donc, un je sais pas en emploi. plaindre. D'avoir un emploi, c'est une belle richesse, là. C'est sûr et certain. Oui. Et là, j'aimerais ça qu'on parle du braille parce que tu disais que tu étais une défendresse du braille encore aujourd'hui. Bon, tu fais de la transcription. Est-ce que tu lis encore le braille? Est-ce que tu... Absolument. Ben, je veux dire, absolument. pour toi, là, pour ton... Pour moi, absolument. Moi, Okay. Moi, sans affichage braille, je serais perdue. Puis en plus, avec ma main droite qui est pas géniale, côté flexibilité, le clavier QWERTY, ça marche pas toujours pour moi parce que mes doigts de la main droite sont pas super flexibles. Donc, j'utilise un clavier braille qui sont souvent sur des afficheurs braille. Donc, sans afficheur braille, moi, je serais carrément perdue. OK, c'est qu'il y a une double utilité pour toi, là. Oui, une double raison, une double utilité, effectivement. Oui. Ah, Oui. Ben, c'est quand même important. Oui. Ah non, puis tu sais, oui, j'utilise l'audio comme beaucoup de gens là, mais tu sais comme il y a une option souvent dans le jazz qui dit, tu sais, comme qu'on peut mettre jazz sans parole. Je pense que je le ferais pas moi personnellement parce que des fois que la parole ça va plus vite pour lire des trucs, mais quand je vais lire des trucs surtout en traduction plus pointue, ben là je vais utiliser le braille. Parce que je faisais une parenthèse au début quand je disais que j'avais vu comme le trait d'union dans ton nom, mais oui. C'est incroyable quand même. Moi, là, des fois, mon afficheur braille, je le laisse au travail, puis je l'ai pas chez nous le soir, mais c'est quand je l'ai que là, je me dis, aïe, que... Oui, non, absolument. Faudrait que non, je l'ai toujours. Tu sais, faudrait que je l'ai tout le temps. Tout à fait d'accord avec toi. Mm-hmm. Oui. Oh, oui, puis, tu sais, j'ai pas de chiffre à l'appui, là, fait que, tu sais, tu me corrigeras si je me trompe, mais, tu sais, je pense qu'il y a des études qui ont été faites pour dire que, pour prouver en fait que si un aveugle sait lire le braille, il y a plus de chances de trouver un emploi qu'un aveugle qui ne fait que de l'audio. Ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a certaines personnes qui devraient entendre ça puis que ça rentre dans leur tête parce que moi, je sais que j'ai pas de chiffres non plus, mais tu sais, il y a quand même moins de demandes de transcription. Ils veulent faire moins de livres en braille à la BANQ. Tu sais, on entend juste parler de coupures souvent là, dans le monde du braille. Ouais. Puis je trouve ça quand même vraiment, j'allais dire aberrant, mais je trouve ça vraiment dommage. Tu sais, je trouve que c'est une richesse incroyable qu'on s'apprête à peut-être pas enlever, mais à diminuer beaucoup. Puis si ça donne une chance aux gens de se trouver un travail par la suite, bien, ça vaudrait vivement la peine de l'apprendre, surtout que, comme on le disait, c'est pas si difficile que ça à apprendre. Puis non, puis tu sais, les gens pensent, oh mon Dieu, c'est difficile. Mais non, c'est très logique, le braille. C'est un système qui est hyper logique. Fait que quand on comprend la logique, on fait, ouais, mais finalement, c'est pas si compliqué. T'sais. Puis quand on le pratique régulièrement, ben... Exactement. Exactement. Oh non. Puis, comme je dis, moi, pour des trucs, tu sais, comme je dis, pour lire un courriel, je prends pas mon afficheur braille, là, des fois, tu lis ça très rapidement, puis tu réponds rapidement. Mais quand je fais des trucs plus pointus, ou quand je me relis, par exemple, dans un courriel ou dans un document, là, je prends l'afficheur braille, puis je vais me relire. Parce que je trouve ça plus facile. J'ai envie de faire un parallèle avec ceux qui disent là, tu sais, quand on utilise la dictée là sur le téléphone, tu sais, oh mon Dieu, oui. Oui. Que des fois c'est rapide, puis des fois je le réécoute le message, puis c'est tout croche, puis je me dis la personne elle va comprendre pareil. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Oui. Exactement. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Puis je pense que le braille te donne c'est l'orthographe, la grammaire, ce que l'audio ne te donnerait pas. C'est le braille, puis moi je dis toujours, est-ce que vous enlèveriez un papier et un crayon à un voyant de première année? Non. Fait que pour moi, le braille, c'est le papier puis le crayon d'un voyant. Puis moi, là, je le sais, même à l'époque
ou c'est moi par moi-même qui a décidé par la force des choses, je veux dire, j'ai pas décidé un jour que j'allais lire moins en braille, mais que je me suis comme adonné à moins lire en braille. C'est là que je me suis rendu compte par moi-même de tous les mots que j'aurais dû savoir comment écrire parce que en théorie, je les aurais vus, tu sais, si j'avais lu. Puis Exactement, oui. Ou des expressions, tu sais, des fois que tu veux réécrire, puis tu dis, j'utiliserai pas, je sais pas comment ça s'écrit, puis, tu sais, je me disais, bon, si j'avais passé mes doigts dans plus de livres, j'aurais su. Tu sais, ça fait que c'est ça que je trouve un peu, dommage quand on parle de moins enseigner le braille, puis de moins faire de production braille. Puis, boy. Parle-moi pas là-dessus, parce que ça serait une autre entrevue. Mais effectivement, non, puis je t'ai fait, en Ontario, c'est la même chose. Tu sais, il y a de moins en moins de profs qualifiés. Les profs ne veulent pas enseigner le braille en disant, il y a une technologie, là, il va pouvoir juste dicter, puis ça va. Non. Tu sais, ton élève aura pas l'orthographe, aura pas tu sais. Alors, c'est ça. Ouais. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus en train de cracher sur la technologie, parce que je pense non, que absolument pas. Toi puis moi, on est très bien placés. On a 3 ans de différence à peu près. Et on l'a vu, on en a vu des choses apparaître là, au niveau technologique. Et disparaître. Oui, et disparaître aussi. Et disparaître, oui. Mais des toi, fois... Te rappelles-tu t'as-tu eu ça, toi, un navigator? Oui. Oui, moi aussi. Hey, ça, c'était la révolution, là. À cette époque-là, ben oui. Oui, écoute, c'était lourd comme... c'était tellement lourd. Ben, c'était lourd, puis oui, parce qu'on se promenait avec notre sac. Ah non, puis les laptops étaient juste tellement lourds, les portables étaient tellement lourds à l'époque aussi. Fait que tu mettais le navigateur là-dessus, là, c'était comme en plus, et boy. Mais c'était révolutionnaire et ça absolument. fait que absolument. Ça prenait ça. Ouais. Mais des fois, je m'amuse à penser à comment seraient mes études avec, exemple, le Victor Stream. Tu sais, je me dis avoir tous mes livres sur ma petite carte, puis pouvoir se mettre des signets, puis pouvoir... Oui, parce que les cassettes, à un moment donné, c'était pas... tu sais, puis les lecteurs étaient pas toujours à leur meilleur, puis bon, tu sais... Fait que moi, j'essayais autant que possible d'avoir des livres en braille, mais des fois, c'était pas possible. C'était pas toujours possible. Je me rappelle, moi, d'un enregistrement, puis je sais pas qui avait fait ça, mais c'était le Cid de Corneille. Puis c'était une dame âgée qui lisait, puis je me disais, mon Dieu, madame, mais t'as aucune idée de ce que tu lis. T'as aucune idée. C'est une tragédie, ça, puis tu lis ça pareil comme tu sais, c'était comme, t'as aucune idée. Fait que, tu sais, des fois, il y a des lecteurs qui sont pas, en tout cas, bref. Non, c'est sûr. Puis, des fois, les gens, ils ont un truc à lire, puis il faut qu'ils lisent. Puis, ils ont un certain temps pour le lire, puis ça les intéresse peut-être pas tout. Ben exactement. Le site, surtout, là, c'est pas quelque chose de super intéressant non plus. Fait que, ouais. Moi, je me suis dit, parce qu'en braille, j'en ai fait aussi des trucs, des fois, que j'étais là, ouch. Tu sais, c'est comme un peu ordinaire, là, mais tu sais, au moins, en braille, tu t'assures qu'il n'y a pas d'erreur, que ta mise en forme est correcte. Puis... Ben exactement. Mais en audio. Ouais. Mais tu sais, on a tous eu ça, comme moi, je me rappelle... Je faisais des livres, des chapitres d'un livre de langue pour un étudiant, puis je me disais, my God, c'est tellement plate, tu sais. J'aurais pas aimé prendre ce cours-là, là, vraiment pas, là, tu sais. Fait que, ouais. Mais tu disais que t'aimais beaucoup encore la musique, que t'aimais lire. Qu'est-ce que t'as comme autre passion, passe-temps? Je t'avoue que depuis quelques mois, je prends des cours d'harmonica avec un monsieur qui habite en France, donc on fait ça à distance. Et puis, mais ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien. On fait ça par Messenger justement là. Et puis bon, le son est un peu boboche des fois, mais écoute, ça va, puis j'enregistre tous les cours avec j'ai un enregistreur numérique, donc j'enregistre tous les cours, fait qu'au moins... Mais tu es revenu à la musique. Finalement, oui. Puis je sais pas pourquoi, c'est parce que je l'avais vu ce monsieur-là, il y a 2 ans à Québec, justement, qui donnait un spectacle, je me suis dit, hey, je pourrais jouer ça, moi, de l'harmonica, tu sais, parce que c'est un instrument qui se tient d'une seule main, c'est pas un instrument... Bon, enfin, ça a pas l'air compliqué, mais ça l'est, finalement, mais...
mais voilà. Alors, je suis revenue à la musique, puis on fait tout ça par oreille. Il y a pas de partition là, qui arrive pas à temps. On fait tout ça par oreille. Et d'ailleurs, il m'avait même demandé une fois, mais comment, tu sais, si un aveugle veut étudier en musique, comment fait-il? Et je dis, ben, avec beaucoup de détermination, je te dirais, parce que je pense que, tu sais, être aveugle et étudier en musique, c'est, puis il y en a qui l'ont fait, puis bravo à eux, chapeau, je leur lève mon chapeau, là, mais c'est pas facile. Puis je pense qu'on en avait parlé l'autre fois, il n'y a pas tant de transcripteurs de musique non plus. Exactement. Hein? Exactement. En partant, donc là, ça va pas bien. Ça. Non. Fait que là, je me fie à mon oreille et puis non, ça va très, très bien. On s'amuse ensemble, c'est vraiment plaisant les cours, puis non, c'est un j'aime beaucoup ça. Mais tu disais que l'harmonica, ça n'a pas l'air compliqué, mais ça l'est. Est-ce que ça l'est plus que ce que tu pensais ou toi? Oh oui, mon Dieu, oui. Oui? Okay. Mon Dieu, oui. Ben, tu sais, c'est juste 10 trous, hein, mais t'as 2 notes par trou, donc faut que tu saches quelle note est laquelle, etc. Donc, non, tu sais, ça a l'air d'un jouet, mais finalement, ça n'en est pas un. Mais c'est ça. Mais j'aime beaucoup. Puis ça me permet de faire autre chose que le travail, de faire autre chose que l'ordi, là, puis d'occuper mon cerveau à autre chose. Oui. Et à Ottawa, est-ce qu'il y a, ben j'imagine, je connais la réponse, là, mais est-ce que toi tu fais partie d'associations? Est-ce que tu pas localement, non. OK. Bon, évidemment, comme beaucoup de gens, je suis membre de l'INCA, là, mais par contre, je fais partie de l'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada. C'est une alliance au niveau national, donc dans tout le Canada. Donc, je fais partie de cette association-là. Donc, ça, c'est bien. On a plein de réunions. J'ai fait partie de plusieurs comités aussi. J'étais secrétaire pendant 1 an. Ça, c'était un petit peu moins pas moins intéressant. J'adorais ça, mais je pense que j'étais pas faite pour la job. Je pense que c'était une job qui était, ça prend quelqu'un qui est là à plein temps. Parce que, à temps plein, parce que il y a juste tellement de choses à faire. Puis, tu sais, pour moi, j'étudiais à ce moment-là, j'avais juste comme pas le temps. Donc, je remettais pas les choses à temps. Puis, tu pouvais pas t'impliquer autant, c'est là, ça, que... Puis, tu sais, ils m'ont dit comme, tu sais, ils m'ont pas forcé, mais ils m'ont comme poliment suggéré de donner ma démission parce que c'est comme ça allait pas, là, tu sais. Puis, c'est pas parce qu'ils m'aimaient pas du tout. C'est juste que, j'arrivais pas à faire les choses à temps. Puis je l'ai admis. J'ai dit, écoutez, moi, je pense que c'était. Alors, tant mieux si les autres peuvent faire, mais moi, je pas monter ma tasse de thé, là, finalement. Donc, ouais. Mais côté sportif, non, j'ai pas d'association sportive. D'ailleurs, je sais pas s'il en existe. Je sais qu'il y avait des camps de ski pour aveugles à Ottawa, mais là, je sais pas si ça existe encore. J'ai aucune idée. Je me tiens pas à jour là, à ce niveau-là. Là. OK, d'accord. Ouais. Ben, écoute, ça fait le tour, je pense, quand même, de ton parcours, de ta vie, de tes intérêts. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Est-ce que t'as-tu eu la chance de voyager un peu? Je suis allée en Europe 2 fois. Ah oui. Entre autres, la première fois, c'était pour rejoindre ma mère. Ma mère participait au jeu de la francophonie avec sa troupe de danse. Donc, mon père et moi, on est allés la rejoindre pour 2 semaines. Puis ensuite, je suis allée une autre semaine en France. J'avais gagné le concours de dictée. Le Poinçon magique à l'époque. Okay. Oui. Puis c'était drôle parce que il m'avait mis, j'étais au secondaire à l'époque, mais il m'avait mis dans la catégorie, parce que mon français était tellement bon, il m'avait mis dans la catégorie Cégep Université. Et j'avais gagné le concours et j'étais la première franco-ontarienne à gagner le concours et écoute, ils étaient, moi, parce que soit que c'était moi qui allais en France ou le français qui venait au Canada. Donc, il avait pigé mon nom, donc c'est moi qui allais en France. Donc, on était allé voir des amis en Bretagne au départ. Puis ensuite, on était allé à Paris. On avait visité, en tout cas, plein de choses avec une guide qui avait été embauchée par c'était Sulinja ou la VH, en tout cas, un des deux, là, je pense que c'est la VH qui avait embauché cette guide-là, une guide formidable, qui nous a fait visiter le Louvre, mais vraiment, qui c'était une guide en histoire de l'art, puis je me rappelle, tu sais, devant la Joconde, on était arrêtés, puis la guide nous expliquait plein de complots, puis plein de théories, puis les gens l'écoutaient elle, les gens autour l'écoutaient elle, plutôt que la pauvre petite guide du Louvre, là, avec son petit script, là, tu sais, qui était, alors, mais elle était vraiment extraordinaire, cette dame-là. Puis on était allé aux Invalides, on était allé à l'Opéra de Paris, puis on était allé par nous-mêmes aussi, on était allé, parce qu'on aime beaucoup la musique, mon père et moi, on était allé aussi aux abattoirs de la Villette, qui a été transformé en cité de la musique aussi. Alors, ça, c'était super intéressant, où il y avait
des vitrines, puis tu mettais un casque d'écoute, puis quand tu passais devant la vitrine, ben, tu sais, comme ça te montrait l'instrument, puis ça jouait l'instrument. Ah, montrait. OK. Alors, c'était vraiment cool, c'était vraiment bien. Ouais, ça, c'était super. Puis, ouais, donc des choses comme ça. Puis, je suis retournée aussi en 2001. Non, 2000. En tout cas, en Alsace, c'était avec la chorale de l'université dans le temps. On est allé en Alsace. Donc, ça, c'était bien. Ouais. Hey, c'est que deux beaux voyages assez... Ouais, trois beaux voyages. Trois beaux voyages ouais, assez formateurs. Ouais, oui. Oui, oui. Puis c'était, tu sais, l'Europe, c'est pas comme ici, hein. C'est toute une autre. L'Europe, il y a beaucoup plus d'histoire là-bas qu'ici, évidemment. Côté accessibilité, je pense c'est peut-être mieux maintenant, mais tu sais, à l'époque, ils étaient pas mal en retard aussi au niveau de l'accessibilité. Là, tu sais, les châteaux là avec leurs escaliers en tire-bouchon, ouais. C'était pas évident, là, tu sais. Ouais. Donc, mais quand même, si tu as réussi à en tirer un profit, puis c'était plaisant. Ouais, un plaisir. Je me rappelle, on avait visité la bibliothèque de l'AVH, justement, à Paris, là, parce que, évidemment, parce que nous autres, au départ, on pensait que c'était un voyage libre. On va aller là. Mais là, ils ont dit, ben non, c'est parce que tu as gagné le concours, là, puis je pense que, tu sais, le général qui organisait ça, l'ancien général, il dit, ben, c'est comme, ils m'ont dit, ben écoute, je pense que c'est pas mal insulté si, comme, tu t'allais pas à Paris, puis si tu le disais pas bonjour, là, tu sais, parce que, alors, en tout cas, donc, on était à Paris, puis c'est ça. Donc, c'était vraiment bien. Puis, on est resté à l'INJA, en fait. Donc, ouais, puis c'était super. Ben, en tout cas, ça a été aussi super, l'entrevue. J'ai eu autant de plaisir de te parler ce soir que l'autre fois. Même absolument. Ben, moi aussi, ça m'a fait très plaisir de te parler. On a besoin de gens comme toi, hein. On a besoin des gens verbomoteurs comme toi. On a besoin de gens qui tiennent au braille, qui tiennent à l'apprentissage en général, qui tiennent à ce que les non-voyants soient aussi aussi cultivés, aussi au même titre que tout le monde, que ceux qui ont des projets soient capables de les mettre à exécution. Ben moi, je rêve du jour où on ne traitera plus les gens handicapés de couleur, de race, les gens sont des personnes. Point. À part entière. À part entière. Il y a pas, tu sais, je rêve du jour où on traitera les gens comme des personnes. Point à la ligne. Point à la ligne. C'est une belle façon de finir. C'est un beau message d'espoir. C'est quelque chose que j'imagine que on travaille là-dessus un peu à chaque jour. Il y a des avancements, mais faudrait que ça avance encore plus. Mm-hmm. Oui, effectivement. Bien, un gros merci, Maryse, en tout cas, d'avoir participé aujourd'hui à Connaissez-vous. Ça m'a fait très plaisir, Martin. À la prochaine. À la prochaine. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!